Et si l'hypersensibilité n'était pas un fardeau, mais un cadeau extraordinaire, un messager dont il fallait être à l'écoute pour aller à la rencontre de soi-même, mais aussi une porte à ouvrir pour se connecter à ses capacités extrasensorielles. C'est une des choses dont on va parler dans cet épisode avec Aurélie Marillier. Aurélie, elle est thérapeute, guérisseuse, et dans cet épisode qui renoue vraiment avec l'origine de Chroniques Cosmiques, elle va nous raconter l'histoire de son éveil. Une histoire vraiment extraordinaire. Ça a duré 1 heure et demie où je suis restée complètement accrochée à ses lèvres. Tu trouveras dans cet épisode plein de clés pour traverser ton éveil spirituel, pour mieux t'écouter et pour te connecter à toi-même et aussi à vraiment qui tu es. Il y a vraiment des clés hyper importantes dans cet épisode, je suis certaine que tu vas l'adorer. N'hésite pas à faire des retours à Aurélie et aussi à moi et en commentaire, like cette vidéo si elle t'a plu et je te souhaite une très bonne écoute. Salut Aurélie. Salut. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast. Merci à toi. Et tu m'avais dit que voilà, t'avais émis le souhait il y a pas très longtemps, d'ailleurs quelques jours, à tes amis, d'être interviewée sur un podcast pour raconter l'histoire de ton éveil et même d'en monter un. Donc c'est très rigolo. Moi j'ai suivi un élan du cœur en t'invitant. Mais comme je te disais, les élans du cœur, souvent, ça mène sur les bons chemins. Et ouais, c'est vrai que j'avais dit à des amis, j'aimerais trop créer un podcast où on entend les histoires d'éveil des autres personnes. Ça me fascine, moi, de savoir ce qui leur est arrivé, comment ça a commencé, où ça les a menés, la transformation qu'ils ont eue. Et comme je te disais, bon, je me suis pas dépatouillée pour savoir comment on faisait un podcast. Je suis restée concentrée sur le travail que je fais actuellement. Et je m'étais même dit, ça serait génial un jour de pouvoir écrire un livre sur cette histoire. Et t'es arrivé suite à une story. Donc ouais, merci à toi de me donner cette expérience. Ouais, du coup maintenant j'ai très très envie de connaître l'histoire de ton éveil et de ce que t'en as fait parce que maintenant tu es thérapeute pour les personnes qui sont hypersensibles, HPI, tout ça. Est-ce que tu peux nous en Ouais. dire plus avant de nous raconter ton histoire? J'accompagne les femmes qui sont hypersensibles. Il y a plusieurs choses dans mes accompagnements. Donc il y a l'accompagnement classique juste pour établir s'il y a une hypersensibilité ou pas, faire un petit bilan et ensuite les accompagner dans ce qui est bloquant pour elles. Il faut savoir qu'on n'est pas obligé de se faire accompagner quand on est hypersensible, hein. C'est seulement si on a des difficultés. Il y en a qui vivent très très bien leur hypersensibilité, c'est le but. J'accompagne également les enfants à haut potentiel avec les familles, toujours. Je me suis formée à ça, mais tout ça c'est suite à un parcours que je vais raconter juste après. Et oui. Et je fais l'accompagnement à l'éveil parce que j'ai énormément de demandes et c'est marrant, pas mal d'ados qui sont attirés par ça, qui ressentent des choses, qui ont une certaine connexion, une certaine façon de voir les choses, qui sont clairement perdus. Qu'est-ce qu'on en fait, à quoi ça nous sert, comment ça fonctionne. Donc j'ai mis ça en place. C'est pas que pour les ados, hein. Ça peut être pour des parents qui ont un enfant qui aimait des choses, qui ressent des choses. Ça peut être pour les ados, ça peut être pour les adultes. Et à côté de ça, j'ai aussi tout ce qui est soins, puisque je suis aussi guérisseuse du coup, guérisseuse passeuse d'âme. Donc j'ai aussi les soins, là vraiment purement le soin. Voilà, il y a plusieurs petites choses. Et tout ça a découlé de tout ce chemin d'éveil qui a commencé en 2012. Donc c'est un long travail. Assez rigolo parce que 2012, c'était la fin du calendrier Maya et ils annonçaient comme la fin d'une époque, la fin d'un monde. Ouais. Et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il y avait beaucoup d'éveil. Parce que j'étais déjà dedans et j'ai vu autour de moi que les gens ils commençaient à venir me parler de ce qu'ils vivaient. Ouais. Et donc c'est très rigolo d'avoir encore une preuve. Je m'en suis rendu compte, moi, à force de regarder aussi des vidéos et d'écouter les autres personnes, que ce 2012 revenait tout le temps, qu'il y a vraiment eu une bascule, et je me disais, punaise, mais quand même c'est drôle, parce que moi c'est vraiment à ce moment-là, et puis moi ça a été net, hein, tu verras dans l'histoire, vraiment cette année, et c'est vrai que ça revient tout le temps, il y a beaucoup de personnes qui disent
au niveau même de l'humanité, qu'il y a eu des choses très fortes à ce moment-là. Carrément. Et alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Attends, j'ai une question. Oui, T'étais dis-moi. qui avant ça? Qui J'étais qui avant étais-tu ça? avant ça? Ouais. J'étais qui avant ça? Que Waouh. faisais-tu dans la vie? Tout ça, tout ça. J'étais assistante maternelle, Ok. donc rien à voir avec ce que je fais actuellement. Je l'étais depuis, j'ai commencé à être assistante maternelle en 2008. J'étais maman, installée dans une commune qu'on aime beaucoup, avec une maison qu'on avait achetée, tout ça. Mais je commençais, on va dire à partir de 2008, j'étais pas bien. Ça te va du coup ce que j'étais avant? Avant, Ouais, parfait. j'étais pas du tout dans la spiritualité, dans le mieux-être, pas du tout. Je vivais Ouais, mon parfait. monde, T'avais mes une trucs, vie, voilà. Par contre, une vie normale. voilà, une vie, moi Rangée. j'appelle ça une vie pas consciente. Tu vois, je pense que je suis vraiment passée du brouillard de l'inconscience à pouf, réveil. Bon. Mmh. Et enfant, par contre, je l'étais. Pour Ah! raconter une histoire, enfant, moi je suis une enfant jusqu'à, on va dire, peut-être l'adolescence, euh, très éveillée dans le sens où j'avais ce lien avec là-haut en permanence. Mmh. Je voyais les âmes, je discutais avec là-haut. Enfin, pour moi, c'était normal, c'était ma façon de vivre. Il y avait rien d'effrayant. Si, je me suis fait beaucoup de frayeurs, mais je veux dire, c'était normal comme monde. Ça faisait partie tout le monde, pour moi, tout le monde vivait ça, en fait. Grosse désillusion Ah quand oui. j'ai su que non. Mais voilà, enfin, j'avais, voilà, facilement cette connexion et j'étais intimement, ça c'est hyper important que je le rappelle, convaincue d'être guidée et protégée, mais c'était, tu pouvais pas me l'enlever de la tête. Par contre, C'est beau. j'avais un gros souci avec la mort. Pour moi, la mort, c'était hyper effrayant et je comprenais pas ce processus. Et je répétais sans cesse à mes parents, qui eux me disaient qu'il n'y avait rien après la mort, parce que dans ma famille, on parlait pas du tout de ça. Pas qu'on n'y croyait pas, mais on n'en parlait pas. Personne ne parlait de ça. Mmh. Donc moi, quand je leur disais c'est pas possible qu'il y ait rien après la mort, enfin je leur tenais tête, je leur disais on peut pas vivre tout ce qu'on a vécu, expérimenter tout ce qu'on a expérimenté pour pouf c'est fini, ça s'arrête, il y a plus rien. Enfin, c'était inconcevable pour moi. Mais eux ils avaient du mal à Ouais, comprendre que je puisse penser ainsi. Bon. ouais. Donc je grandis un peu avec personne avec qui parler de ça finalement, beaucoup de solitude. Même si j'étais tout le temps accompagnée avec eux et tout ça, mais quand même beaucoup de solitude. Et puis, je te raconter du coup un petit peu le début, on reviendra à 2012. À 17 ans, je me rappelle très bien qu'il y a eu une cassure nette avec tout ce monde-là, euh, suite au décès d'une personne très proche de nous, hein, de mes parents et de moi. Cette personne était malade et je me souviens, je priais tellement, 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 tellement fort. Je leur demandais tellement fort qu'ils le sauvent, entre guillemets, hein, qu'ils le guérissent, que quand le décès a eu lieu, pour moi, ça a été... je me suis sentie trahie. C'est vraiment le mot... Ouais. c'est rigolo. Mmh. Je me suis sentie trahie et je me rappelle leur avoir dit cette phrase. Euh, de toute façon, c'est terminé, ne comptez plus sur moi. Mais ça a été très très net. Hein. Et de là, j'ai complètement arrêté, je parlais plus à la voix, enfin vraiment la cassure, et je suis partie dans une vie, voilà, d'ado, j'avais 17 ans en plus, donc tu vis d'autres choses quand t'as Mmh. cet âge-là. J'ai Ouais, vécu ma petite vie rebelle. comme ça Mmh. jusqu'à ce fameux 2012. D'accord. Ouais. Waouh! Waouh, Ouais. waouh! Et c'est rigolo parce que, ouais, et cette histoire, elle est ressortie en... J'ai fait une séance de kinésiologie un jour, et elle est même ressortie plus tard quand j'ai vu une énergéticienne où on me disait mais qu'est-ce qui s'est passé à vos 17 ans? À chaque fois, il y a eu cette question. Et la seule chose qui Non. me revenait tout le temps, c'était ben, j'ai coupé mon lien avec le divin. Ça, c'est comme ça que je le disais, tu vois. Et on me disait oui. Et vous avez aussi du coup coupé votre lien avec vous-même. Ce qui explique Oui, tout ce que j'ai vécu après. d'accord. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Alors du coup, 2012, ça a commencé, j'ai commencé à sentir un mal-être. Tu vois, je me suis même fait des petites notes parce que je me suis dit, il y a trop de trucs que je vais, que je Mmh. vais oublier.
je commençais à ressentir un mal-être. J'étais quelqu'un qui était hyper en colère. Je me souviens, j'avais beaucoup, beaucoup de colère. Euh, J'avais du mal à tout gérer. Enfin, mes enfants étaient petits. Donc, ma première a été née en 2008, ma deuxième en 2010. J'avais repris le travail très rapidement. Je travaillais à la maison pour pouvoir m'occuper d'elle. Il y avait énormément de fatigue. Euh, et ouais, un mal-être, c'était très bizarre. En fait, je commençais tout le temps à penser à la mort. Mais pas la mort, genre je vais mourir, tu vois. La mort, la mort. Je sentais la mort, je sais pas comment dire. Tout le temps. C'était tout le temps, tout le temps, tout le temps présent. J'étais à fleur de peau, j'étais nostalgique. Enfin, le médecin me disait, vous êtes très fatigué. Oui, ok, d'accord, mais on fait quoi, tu vois, quand tu travailles, t'as des enfants qui sont petits. Et puis, un jour, je dis à mon mari, écoute, ça va pas du tout. Je lui dis, je pense que tu vas prendre l'annuaire, tu vas appeler un psy. Je me sens pas bien, ça va pas, quoi. Et puis ça n'arrive pas. Enfin, du coup, on laisse ça passer. Et un jour, c'était au mois d'avril, je crois. Je me rappelle ce jour-là, j'étais d'une colère immense. J'avais besoin de prendre l'air. J'avais besoin d'aller faire un tour. J'avais besoin d'aller faire du shopping. Je prends ma voiture toute seule. Donc, je laisse mes enfants, mon mari. Je prends ma voiture toute seule. Je m'en vais faire du shopping. Je fais ma séance de shopping et tout. Et sur le retour, j'ai un accident de voiture. C'est là que tout s'est déclenché. J'ai vraiment eu l'impression, pas un accident grave en plus, hein, mais j'ai eu l'impression d'une bascule, tu vois, genre t'as ta vie là, et on met tout à l'envers, t'arrives en enfer. Mais l'enfer, c'est-à-dire, t'es pas bien, t'es à côté de tes pompes, t'as des douleurs émotionnelles, t'as beaucoup de souffrance, enfin c'est noir, je sais pas comment expliquer, c'est l'horreur. Donc ça, 2012. Et je sais maintenant que le but de tout ce cheminement, oui, c'était de me reconnecter au divin et à moi finalement pour reprendre, pour redevenir celle que j'étais en fait, où j'avais tout Et oui. coupé. Et c'est fou, hein, en fait, les phrases comme ça des fois qu'on peut dire et qui, c'est comme si tu faisais un pacte limite, tu vois. Donc c'était très puissant. Et et donc voilà, ce fameux accident de voiture en découle des choses plus personnelles qui deviennent très difficiles. Mhm. Et moi, j'adore dire cette phrase comme par hasard, alors que je sais qu'il n'y a pas de hasard. Mais mon mari se met à avoir des problèmes de dos. Et donc là, on est en, je dirais 2015. Tu vois, je me rappelle plus trop ce qui se passe entre 2012 et 2015. Je sais que c'est toujours douloureux, que je suis toujours pas bien. Je sais pas trop, je me rappelle plus trop ce qui se passe. Mais vers 2015, je l'envoie voir un guérisseur. Une amie, lors d'un repas au restaurant, me parle d'un guérisseur. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi maintenant. Sur le moment, elle me dit, ma mère a été voir un guérisseur. Il est fou, c'est incroyable. Voilà ce qui s'est passé, machin et tout. Et je lui dis, je lui dis, donne-moi son numéro parce que moi, mon mari, il a mal au dos. On sait pas ce qu'il a. Je vais peut-être l'envoyer le voir, tu vois. Je suis loin d'imaginer ce qui va se passer du coup. J'insiste et il va le voir parce que mon mari, lui, il est pas du tout là-dedans. Et donc il y va. Et là, le rendez-vous, c'est très rigolo parce que il ne m'a jamais vu, il ne m'a jamais eu au téléphone, hein, le monsieur. Il s'occupe de mon mari, moi j'étais pas là, donc il lui dit, mais votre femme, elle est comme ci, elle est comme ça. Il me décrit physiquement, tu vois. Et il lui dit, oui, oui, ok. Mais il lui dit, mais elle a des dents. Alors mon mari lui dit, ah non, pas du tout. Il lui dit, si, elle a des dents, elle peut faire des choses. Bon. Lui, en plus, pas du genre à trop poser de questions, tu vois, il rentre à la maison, il me raconte ça. Tu penses bien que dès le lendemain matin, j'appelle ce monsieur. Mais en plus, c'est rigolo parce que à cette époque-là, je suis pas du tout branchée. J'ai toujours cru à ces médecines-là, aux guérisseurs et tout ça, mais je suis pas du tout branchée là-dedans. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi, tu vois? J'appelle ce monsieur, il décroche, il me dit, je savais que vous allez m'appeler. Il dit, ok, bon ben, est-ce qu'on peut se rencontrer du coup, tu vois? Il me dit bien sûr et tout ça, donc il me donne un rendez-vous. Donc lui, il est guérisseur, ce monsieur. Je vais à son cabinet. Je lui dis expliquez-moi. Je lui dis parce que là, je comprends pas. Et là, il commence à me parler de choses qui me parlent mais tellement de plein de choses que j'avais vécues enfant. Il pose des mots, tu vois. Il me parle des âmes, il me parle de connexion, il me parle de passeuse d'âme. Alors je connaissais pas du tout le terme, mais ça collait très bien avec ce que je faisais tout le temps, tu vois, naturellement quand j'étais petite. Enfin, il me dit tellement de choses qui résonnent
que j'avais l'impression d'un puzzle géant éparpillé qui d'un coup, c'est tout remis en place, tu vois. Et je me dis, oh, punaise, mais enfin quelqu'un qui parle le même langage que moi, quoi. Je te jure, mais la délivrance, je me suis dit, waouh. Et limite, t'as l'impression de retrouver une famille, tu vois. Tu te dis, mais attends, mais en fait, t'as tout qui revient en tête, tu vois. Et tu te dis, il y a d'autres personnes qui sont comme ça, il y a d'autres personnes qui vivent ça. Le monsieur, il sait m'expliquer des choses et tout. Je me dis, incroyable. Donc là, je rentre dans un monde. Moi, je suis excitée. Enfin, tu vois, j'ai mon enfant intérieur. Enfin, il revit. Je suis trop bien. Ma famille me dit souvent, on t'a jamais vu aussi bien qu'à cette période-là, quoi. Et vraiment, j'ai un mieux-être, c'est incroyable. Donc, ce monsieur, je prends rendez-vous avec lui aussi pour faire des soins, pour travailler sur moi, sur mon parcours, sur des choses qui ont pu être difficiles et tout ça. Commence ce fameux nettoyage, je pense qu'on fait un peu tous quand on commence ce chemin d'éveil. Et du coup, je me forme avec lui. Parce que par contre, tout ce qui était coupeur de feu, dons et tout ça, je n'avais absolument pas conscience. Même enfant, je ne savais absolument pas. Donc je lui dis, oh là là, mais il faut vite m'expliquer tout ça. Je veux tout savoir. Et il faut savoir que moi, avec mon caractère, quand je suis focus sur un truc, il faut que je sache tout de A à Z. Tu vois, je vais l'explorer, mais à fond, à fond, à fond, à fond. C'est un peu, ça devient une lubie, quoi. J'achète des livres, j'achète des oracles, enfin, vraiment, j'y vais à fond, tu vois. Et, et là, je crois que c'est en 2015 ou 2016 aussi, pareil, je perds mon grand-père. Ah oui, et chose très importante, en faisant cette rencontre avec ce monsieur, d'un coup, il me reparle de tout ça, ça me réconcilie avec la mort. Tu vois, d'un coup, je ne sais pas pourquoi, je me sens hyper à l'aise, hyper en accord avec ça, ça me fait plus peur. Ben, chouette. Et là, je perds mon grand-père. Faut savoir que j'ai perdu plusieurs personnes comme ça de ma famille. Donc il y a eu 2015, 2016, donc il y a eu mon grand-père, ma grand-mère, après j'ai perdu ma tante, après mon grand-père et après mon autre grand-mère. Ça s'est un petit peu enchaîné et je disais souvent, c'est comme s'ils avaient tous attendu que je sois enfin en paix avec la mort pour partir. Parce que jusque-là, je n'avais jamais perdu de personnes de ma famille, de personnes, de ma famille proche aussi, parce qu'à mes 17 ans, il y avait eu un événement, mais pas de ma famille. Je me dis, ok, donc je vais aux obsèques, moi, enfin, je suis complètement à l'aise avec ça, pas de problème. Sauf qu'un jour, je suis en voiture avec mon mari et mes enfants. On se rend, je sais plus où on va. Et là, je commence à me sentir vraiment très bizarre dans la voiture. Des sensations, enfin, tu vois, ça me fait comme des fourmillements, enfin, je sais pas, j'ai une sensation très très bizarre. Et là, je rentre en communication avec mon grand-père, donc, qui est décédé. Et sur le coup, quand t'étais petite, tu faisais ça tout le temps, c'était facile, tu vois ce que je veux dire? Mais là, moi, c'est comme si je savais plus, j'avais plus de mode d'emploi, j'avais des sensations que je connaissais pas, c'était très bizarre. Il vient me parler, c'était extraordinaire, mais en même temps, il me délivre un message pour mon papa, puisque c'était donc le papa de mon papa. Il me délivre un message, je me dis, ok, sachant que moi, j'ai parlé de mes parents de ce fameux rendez-vous, mais je n'ai pas tout expliqué. C'est-à-dire que à mes parents, j'ai mis 1 an pour oser leur dire que ce monsieur m'avait dit que j'avais des dons, que ce que j'avais quand j'étais petite, c'était que j'étais passeuse d'âme, que je pouvais rentrer en communication avec les âmes, que je pouvais les aider à monter, etc., etc. Donc là, je me dis, ok, papy, c'est super, mais comment je dis ça? À quel moment? Enfin, est-ce qu'il va accepter? Enfin, quel effet ça va lui faire de recevoir un message aussi enfin, tu vois, c'est hyper délicat. Enfin, moi, honnêtement, je sais pas du tout quoi faire. Et en plus, ça te prend comme ça, en pleine voiture, il y avait mes enfants derrière, je me mettais à pleurer. Je me disais, mais comment je vais expliquer ça, quoi? Ben oui, là, tu contrôles plus rien, quoi, pour le coup. Je me dis, ok. Ok, il va falloir que je lui dise. Alors, je sais plus combien de temps j'ai mis pour lui dire, mais je crois que ça a été long. Et finalement, c'est très bien passé. J'avais beaucoup, beaucoup d'appréhension, mais je crois que j'y suis allée tellement avec amour, tu vois, respect. J'ai vraiment fait attention que c'est passé et que je pense que ça lui a fait du bien. Donc voilà, mes premières expériences où un peu tout ça revient, quoi, en fait, tu vois. Ok, génial. Et puis le fait de l'avoir dit aussi, ça t'a permis de faire
ton coming out. Ouais, oui, et puis tu vois, c'est rigolo parce que moi, quand j'ai su ça, le premier truc que je me suis dit, si moi j'ai ça, c'est impossible que personne d'autre dans ma famille n'ait ça aussi. J'y Mhm. crois pas, tu vois, c'est impossible. Donc je me mets à poser des questions quand même, tu vois. Je me dis, il n'y a pas eu des trucs, personne vous a parlé de quoi que ce soit. Euh, et puis, tu sais, commence à y avoir des petites histoires, des petits trucs. Ah, mais oui, mais au fait, tu sais, ah oui, mais au fait, je me dis, putain, c'est pas possible. Mais Mhm. parlez-en, bon sang, tu vois. Donc j'apprends que du côté de mon père, je vais pas te dire de bêtises, mais je crois que c'est un oncle, enfin je sais plus, qui est coupeur de feu. Donc déjà, ok, je sais d'où ça vient. J'apprends après que ma grand-mère maternelle voyait aussi des choses, alors que jamais de la vie on m'a raconté ça. Il faut savoir que moi petite, dans la maison de ma grand-mère, je voyais constamment des hommes, tu vois, et je parlais et je disais tout le temps, il y a quelqu'un là, j'entends du bruit là. Enfin, moi, ce que j'entendais, c'était très distinct, tu vois, je pouvais te raconter, mais non, mais ça n'existe pas et tout, arrête avec ça. On m'a pas jugé, tu vois, je sentais pas de jugement, mais je me disais, mais comment c'est possible que personne ne voit, quoi, personne n'entend, tu vois. Mhm. Le seul Mhm. truc qui m'interloquait beaucoup, c'est que chez mes grands-parents, il y avait une immense bibliothèque, un peu comme ça, là. Et à chaque fois que je passais devant cette bibliothèque, j'étais attirée toujours par la même tranche d'un livre. Et je sais pas, j'avais une fascination et je lisais le titre tout le temps. C'était l'interprétation des rêves. Et d'ailleurs, je ne sais toujours pas interpréter les rêves, ça m'agace. Je rêve de rencontrer quelqu'un qui sait faire ça, mais tout le temps. Et en fait, je pense que ce livre, c'était un peu le truc qui me disait, comment je pourrais dire ça? Il y a quelqu'un d'autre dans la famille qui a quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? T'achètes pas un livre sur l'interprétation des rêves comme ça, Je vois. tu vois? Donc je Oui. pense que quelque part on me montrait qu'il y avait quelque chose, quoi. Mhm. Intéressant. Et puis ma tante aussi, hein, du côté de ma mère, j'apprends que ben voilà, elle a beaucoup de prémonitions, elle a une intuition très développée, mais que voilà, il y a beaucoup de choses qui l'ont marquée, qu'elle veut pas creuser, mais quand même du coup, j'arrive pas de nulle part. Mhm. Je ne suis pas toute seule. Donc je pense que ouais, que ça m'aide à accepter quelque part parce que au départ c'est quand même pas facile à accepter, même si t'as cette excitation et tout. Enfin, ça remue beaucoup de choses. Mhm. Donc voilà pour le départ de cet éveil. Ok, génial. Ouais. C'est une belle clé que tu viens de nous offrir parce que de se dire que, ok, si moi je suis comme ça, ben, il y a probablement des personnes dans ma famille qui y sont, mais elles osent pas en parler. Peut-être que ça va permettre aux auditeurs de poser des questions à leurs membres de leur famille et d'oser, Ouais. ouais, d'oser faire une petite enquête, de poser des petites questions comme par-ci par-là et déjà bah, de se sentir moins seul si c'est le cas en fait. Ouais, et Une puis belle je clé. trouve que ça délie beaucoup les langues et puis on se rend compte que finalement beaucoup de gens vivaient des choses et n'osaient pas en parler parce que pareil, ils se croyaient tout seuls. Donc en Ouais. fait, le fait toi d'oser en parler, ben, tu ouvres cette porte aux autres. Alors, des fois, ça dérange. Et souvent, les personnes hypersensibles, on a ce truc-là. On va aller mettre le doigt sur des choses dans la famille qui dérangent où les gens sont pas prêts, où il y a quelque chose, tu vois. Et je pense que c'est aussi pour ça que, des fois, l'hypersensibilité, elle est dure à vivre. C'est qu'on se sent un peu jugé, on se sent pas à notre place, Mm. et, et en fait, au contraire, pour moi, les personnes hypersensibles, elles sont là, mais justement pour ça, on vient réveiller, on vient ouvrir des choses, on vient mettre le doigt sur des choses, tu Mhm. vois. Même si ça peut être difficile. Combien de fois j'ai été accusée de c'est à cause de toi, c'est ta faute, si t'avais pas dit ça, si t'avais pas fait ça. Pas forcément familial, hein. Familial, ça a été plus cool. D'entourage d'amis ou quoi. Et c'est tellement difficile, t'as l'impression à chaque fois que tu mets les pieds dans le plat et tu te dis, et merde, quoi. Et alors qu'en fait, c'est nécessaire, tu vois, t'apportes la petite lumière qu'il faut pour le changement et tout ça. Et ça, c'est beaucoup le rôle du passeur aussi. Ouais, Parce que les ouais. passeurs, voilà, on n'est pas là que pour les personnes qui sont mortes, hein. Les passeurs nous aident dans tous les passages de vie. Donc le Ouais. passeur, il a aussi beaucoup ce truc de tac tac, tu Je me vois. reconnais beaucoup, beaucoup dans ce statut de poil à gratter. Ouais, Ouais. c'est pas facile.
C'est pas facile. C'est vrai que ça dérange parfois. Et puis, on s'en fout, on fait ce qu'on a à faire, on dit ce qu'on a à dire, et puis Ouais, en restant intègre et aligné, quoi. Voilà. Mais je pense qu'il exactement. y a des messages qui doivent être passés, et puis ouais, mais ça me parle beaucoup ce que tu dis. Mm, Ouais, mm. tout à fait. Et du coup, ce lien entre hypersensibilité et capacité extrasensorielle, tu le fais évidemment. Mais je me dis, il y a plein de personnes qui sont hypersensibles et qui n'ont pas ces capacités extrasensorielles. Est-ce que c'est quelque chose qu'elles pourraient développer beaucoup plus facilement que d'autres personnes? Moi, j'ai quand même l'impression qu'à partir du moment où des gens arrivent à développer des capacités, il y a une hypersensibilité. Après, enfin, je me trompe peut-être, hein, là, c'est vraiment un avis perso, mais je me dis comment arriver à ressentir aussi finement les choses si on n'a pas cette hypersensibilité. Mm. C'est une question. Je disais, je sais pas si on peut en faire une généralité, mais ça a du sens que quand on a des capacités extrasensorielles, on a cette hypersensibilité au monde, plus grande ouverture. Mm. Je pense que c'est plus facile. Après, une personne hypersensible qui développe, je pense pas que ce soit impossible. Hein. Enfin, mais en tout cas, l'hypersensibilité, si tu veux développer des choses, mais c'est un cadeau merveilleux. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, je pense, c'est ce qui va te permettre d'ouvrir cette porte et d'aller explorer et de te connaître. Moi, je trouve que l'hypersensibilité, la grande force qu'elle a, et moi, c'est dans ça qu'elle m'a aidé dans mon parcours, c'est que si tu l'écoutes, si tu te mets à son écoute, elle t'apprend profondément qui tu es. C'est un guide. Enfin, pour moi, c'est un guide, tu vois. Si vraiment Mm. tu te mets à son écoute. Et, euh, et moi, c'est ce qu'elle m'a permis de faire. Si tu veux, je continue ce chemin d'éveil parce que du coup, il est pas, l'histoire, Ouais, il est pas fini. elle Mais est attends, pas, elle est pas je voulais juste te demander, c'est parce qu'il y a plein de personnes qui sont hypersensibles et qui en souffrent, tu vois. ouais. Est-ce que ton message, du coup, ce serait de qu'ils s'écoutent plus, qu'ils écoutent le message de leur hypersensibilité? Ah oui. Alors moi, c'est vraiment ce que je véhicule dans mes accompagnements, c'est que je pense que la souffrance d'une personne hypersensible, elle vient du fait que l'hypersensibilité, elle n'a pas été accueillie. Donc souvent, c'est quand on est enfant, tu vois. Elle n'a pas été accueillie, elle n'a pas été comprise, elle n'a pas été acceptée, mais déjà parce qu'avant, on parlait pas de ça. Si je reprends moi un petit peu mon histoire, moi j'avais tous les traits, toutes les caractéristiques de l'hypersensible quand j'étais enfant, mais mes parents ne savaient absolument pas que c'était ça. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, mais vraiment. Mais moi, j'avais quand même des souffrances parce que c'est très particulier l'hypersensibilité. Dans l'hypersensibilité, par exemple, je fais une petite parenthèse, tu as tout ce qui est hyperesthésie. Donc les hyperesthésies, c'est vraiment ressentir tout de manière très forte, donc c'est-à-dire les lumières, le bruit, les vibrations, les énergies, les textures, enfin tout ce qui passe par la bouche. Euh, et moi, par exemple, il y avait des choses que je ne supportais pas, mais c'est-à-dire que tu le fais pas exprès, c'est pas un caprice, c'est physique, c'est physiologique, ça te déclenche des choses. Et moi, je sais qu'il y a des choses, ma mère, ça la rendait dingue, mais je comprends. J'ai eu maintenant, moi, des enfants hypersensibles, je comprends sa douleur de l'époque. Parce que même moi, en sachant des choses, même si quand elles étaient enfants, j'avais pas conscience de tout ça, j'ai galéré. Mais, mais tu vois, par exemple, il y a des matières quand on est hypersensible, je dis pas que c'est tout le monde, hein, mais ça peut arriver, qu'on ne supporte pas. Moi, par exemple, c'était ma culotte qui bougeait tout le temps que je supportais pas, les collants, ça peut être très difficile, les chaussettes qui glissent, ça me rend barjot. Donc en fait, il faut savoir que l'hypersensible, il va fixer sur ça. En fait, il peut pas se sortir cette sensation de la tête. Donc c'est comme si, tu vois, comme si tu avais un truc là qui t'irritait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi, ça me mettait dans des états. Mais si tu le sais pas en tant que parent, que par exemple ton enfant, il ne supporte pas les collants en laine, il peut pas les mettre. Et que tous les matins d'hiver, la maman, elle met des collants en laine à sa petite fille parce que c'est mignon, parce qu'elle adore ça, parce que ceci, cela. Et tous les matins, la petite fille, elle fait une grosse crise parce que pour elle, c'est insupportable.
On va dire quoi? On va dire cet enfant, elle est pénible, elle fait des caprices, c'est toujours compliqué avec elle, ça me fatigue. Ben ouais. Sauf que et c'est moi ce que j'essaye d'introduire dans mes accompagnements pour les parents qui ont des enfants aussi comme ça, c'est que non, c'est pas un caprice. Il y a quelque chose pour elle qui la fait rentrer en hyperstimulation. Il faut juste enlever l'élément qui la fait rentrer Ouais. en hyperstimulation et après c'est fini. Tu vois, c'est Mm. presque magique. Mais quand tu le sais Ouais. pas, c'est Mm. la galère. Moi, mes parents, combien de fois ils m'ont dit, on t'amenait partout et à chaque fois on devait rentrer, on devait partir avant nos amis parce que tu hurlais, parce que ça n'allait pas, parce que tu pleurais. Mais oui, mais en fait moi je supporte pas le bruit. Pour Ah moi le oui. bruit et le monde c'est très 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 difficile. Même encore aujourd'hui, tu vois. Donc Mm. j'étais juste une enfant qui disait mais au secours sortez-moi de là parce que j'en peux plus en fait. Ouais. Tu Ouais, vois. un vrai appel au secours, quoi. Mm. Ouais, c'est ça, c'est un vrai appel au secours, c'est mettez-moi en sécurité, faites redescendre l'hyperstimulation, et après ça va aller. Mais par contre, je ne peux pas rester plus longtemps dans ce lieu ou avec ces personnes. Ou... Bon, après, voilà, quand en plus tu ressens aussi les énergies, Et oui. ça rajoute, ça rajoute un peu une couche. Mais c'est très compliqué, et je pense que ça part juste d'une méconnaissance. On connaît pas assez bien le fonctionnement, ce que ça provoque. Et une fois qu'on le connaît, qu'on établit les choses, ben, ça roule. Je dis pas que c'est tout le temps facile au quotidien, pas du tout. Euh, mais c'est juste accepter que, ok, mon enfant est comme ça. Il a cette différence, il a ce fonctionnement, et on va essayer de trouver des solutions, de s'adapter, de vivre avec. Parce qu'en fait, l'enfant hypersensible, c'est lui qui va être en hyperadaptation tout le temps, en Mm. suradaptation tout le temps. Et l'adulte, il continue à être comme ça. Et c'est ce qui fait qu'il rencontre des difficultés, qui va à l'épuisement, qui va au burn-out, qui va à la dépression. Je me rappelle même plus ta question de départ. Oui, je te disais, c'est si elle n'a pas été accueillie que c'est difficile. Un enfant qui est dans un contexte familial où euh, ben là tu n'es pas bien parce que tu ressens telle chose, il y a telle émotion, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Ben tu vois Mm. l'adulte que ça devient, il saura parfaitement qui il est, comment il fonctionne, il aura totalement confiance en lui, parce que ça aussi, ça fait beaucoup perdre la confiance et l'estime de soi, hein, quand on se dit ben je dérange, je suis pas normal, qu'est-ce que j'ai encore fait, pourquoi je suis comme ça, ta confiance. Ouais, exactement. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à rejeter une part de nous-mêmes et qu'on s'éloigne de qui on est vraiment et que là, il Exactement. y a des... Voilà, on se perd en fait. On perd Ouais, notre divin aussi. exactement. Et on veut être comme les autres personnes. Tiens, cette fille-là, elle est bien, ça a l'air de tout rouler dans sa vie, je veux être comme ça. C'est ça, Ouais, c'est ouais, ça ça. marche un Et temps, on mais n'est plus après, qui on est. ouais, 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 ça va loin, hein. En tout oui, cas, c'est encore une autre clé que tu donnes. Je pense que l'écoute du podcast, il pourrait aider certains parents. ouais, Comme j'espère. l'épisode de la semaine dernière, hein, où tu m'as parlé par rapport Ouais, aux enfants. Et ouais, c'est important ça donne des belles clés de compréhension quand on est parent, je pense, et aussi d'accepter l'enfant tel qu'il est, même s'il a ses petites exactement. bizarreries, et commencer à les accueillir avec lui. Ouais, Mm. tout à fait. Je rebondis juste, souvent quand c'est difficile pour le parent, c'est parce que ça vient résonner en lui, tu vois, parce que le parent, il a Mm. cette hypersensibilité qui finalement n'a pas éclos, n'a pas pris sa place. Et pour lui, c'est très difficile du coup d'avoir ce miroir en face de lui, et souvent c'est comme ça que commence le cheminement. Moi, il a commencé aussi comme ça, tu le verras après pour autre chose. C'est que je me suis retrouvée à devoir aider une de mes filles sur une problématique, sur quelque chose qui lui appartient. Paf, ça fait direct le lien avec moi. Je me suis dit, est-ce que j'aurais pas ça moi aussi? Et en fait, c'est comme ça. Et donc, nos enfants, pour ça, c'est des trésors. Quand on arrive à sortir comment dire, de, 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 de ce que ça peut nous évoquer qui fait mal et nous dire plutôt, est-ce qu'elle serait pas en train de me montrer le chemin? Ouais, c'est une clé formidable. Waouh. En tout cas, moi, c'est comme ça un peu enfin, c'est comme ça tout court que je vois l'éducation. Je me dis, nos enfants, ils sont pas là par hasard. Bon, enfin, même c'est certain, hein, puisque l'enfant choisit quand même ses parents aussi, hein, donc on sait quand on accepte de voir ce qu'ils vont nous faire travailler, Mm. c'est peut être douloureux, mais par contre, si tu le fais, c'est génial pour toi, c'est tout bonus. Ouais.
Mais c'est pas facile. 3e belle clé que tu offres. Ouais. Mais Les attention, c'est pas facile. C'est pas les facile. enfants sont des miroirs. Les enfants sont des miroirs de nous-mêmes, quoi. Ouais. Moi, c'est comme ça, en tout cas, que je vois et que j'aborde la vie et l'éducation. Hein. Et toi, tes parents étaient hypersensibles, refoulés, du coup? Ben, mes parents, oui, ils ont cette hypersensibilité et et comment dire, et mon papa a une intuition euh, très fine et dont il s'est tout le temps beaucoup servi. Alors lui, il parle pas du tout de spiritualité, il parle pas de tout ça. Il me dit pourquoi tu vas tout le temps chercher des trucs là-dedans, mais parce que lui, il est tellement à l'aise finalement avec sa façon de fonctionner que pour lui c'est naturel. Donc il a cette intuition et pour moi il a une hypersensibilité, c'est certain. Coucou papa si tu écoutes le podcast. Et ma maman aussi, bien sûr, hypersensibilité. On est des familles de neuroatypiques, c'est sûr. Oui, Mm. excellent. Et les chiens font pas des chats. Et oui, et oui. Oui, oui. Et alors, la suite de ton éveil. Alors, la suite de mon éveil. Donc là, on est 2015-2016. Donc, comme je te disais, tout roule, c'est trop bien, c'est super. Sauf que très rapidement, il y a un nouveau mal-être qui arrive. Je sais pas, ça va pas. On me fait pas mal de soins, je me forme, mais je sais pas. Je sens encore qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc, je me forme aux soins énergétiques. Je me forme pour être prof de yoga. Parce que, entre-temps, je commence le yoga personnellement mais j'ai tellement adoré que, ben, comme je te disais, moi, quand j'aime, il faut que j'aille tout explorer. Donc, je me dis, ben, je vais être prof de yoga. Comme ça, je vais tout savoir sur le yoga. Au départ, c'était vraiment pour moi, hein, pour tout savoir et pour m'en servir au quotidien. Je sentais que ça allait être un pilier important. Je m'étais pas trompée. Et je quitte mon boulot d'assistante maternelle. Je prends un tournant comme ça, là, je me dis, allez, on y va. Mais je sens que ça va pas du tout. Je, je perds beaucoup de poids. Je perds 10 kilos en même pas 2 mois, je m'en rends pas compte. Wow. Je mange très peu parce que j'ai beaucoup de maux de ventre. Mais en fait, tu sais, je suis un peu, je sais pas, je suis rentrée dans comme si t'as des œillères, et puis t'y vas, tu fonces, t'y crois. Et j'ai une belle opportunité qui se présente. Je rencontre une dame qui vient d'ouvrir ce qui s'appelle la maison de l'auto-guérison près de chez moi. Donc c'est un lieu où il y a plein de praticiens sur des médecines différentes. Et elle me propose de me louer un cabinet pour mes soins énergétiques et puis le yoga quand j'aurai mon diplôme. Génial, moi, c'est tout ce que je rêvais de faire. Tu vois, moi depuis que j'ai su que je pouvais faire ça, je rêve que d'une chose, d'en faire mon métier, quoi, tu vois. Et donc j'ouvre le cabinet en avril. C'est marrant, le mois d'avril, il revient beaucoup. En plus, je suis née en avril. Et j'ai jamais pu y travailler à ce cabinet parce que je pars un jour en séminaire de yoga, donc c'était le dernier module, tu vois, c'était un peu pour clôturer la formation. En voiture, encore une fois, en revenant de ce séminaire, je commence à me sentir très très mal. Je fais énormément de crises d'angoisse très violentes, mais je ne sais pas à l'époque que ce sont des crises d'angoisse. Je me sens dans un état, j'ai l'impression que je vais partir, quoi. C'est très 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 compliqué. Et je tiens bon, parce que j'avais quand même beaucoup de route, j'étais toute seule. Je tiens. J'ai beaucoup de voix dans ma tête, tu vois, où on me dit mais lâche. Je me rappelle de ça, c'était très compliqué, où on me dit lâche, où je me dis tant pis, j'ai un accident de voiture, je me crache, c'est fini, tu vois. Je sais pas pourquoi. Et un autre côté qui me dit mais lâche pas. Tu vois, reste réveillé, continue. Et puis je sais pas, il y a ces deux voies, enfin c'est très difficile et je me rapproche de Bordeaux, donc de chez moi. Je suis sur la rocade et là je sens qu'il y a plus le choix, faut que je m'arrête. Donc je m'arrête, j'appelle mon mari et je lui dis faut absolument que tu viennes me chercher, ça va pas du tout. J'ai hésité à appeler les pompiers. Je mets énormément de temps à reprendre mes esprits, à sortir de la voiture, je me sentais très faible. Il me dit, bah, écoute, t'as de la chance, je suis juste à côté, j'arrive. Juste à côté de là où j'étais sortie, tu vois. Dans mon parcours, il y a beaucoup de choses comme ça où on me dit, t'as de la chance, je suis là. C'est ça aussi que je veux vraiment transmettre dans ce parcours, c'est que
Autant il y a eu des choses très douloureuses. Par contre, à chaque fois, j'ai eu la rencontre, j'ai eu la personne qui était là. Enfin, c'est comme si on me disait, OK, là, tu vas en chier, c'est très difficile, mais par contre, nous, on est, tu sais, t'as les accompagnants à côté, quoi. Je sais pas comment Oui. l'expliquer. OK, donc il arrive, je monte dans la voiture et là, je me souviens que j'étais très, 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 très en colère. J'avais une colère. Je pense que je réalise toujours pas ce qui se passe. Je réalise pas que vraiment mon état physique, émotionnel et mental va pas du tout. Je suis très en colère parce que je me dis, mais attends, avec tout ce que je fais, tout le travail que ça c'est l'ego, hein, je pense. Tout le travail Ouais, que je fais sur moi, tout ce que je peux mettre tout le temps à faire, et malgré ça, je suis pas bien, je suis comme ça, il m'arrive ça. classique. Ah mais là, ça me met dans une rage. Ouais. Bon, je rentre, je réalise toujours pas l'ampleur de la situation. Mon mari non plus, je pense. Et le lendemain, je dois amener mes enfants à l'école. Là, on est en 2019, pardon, je t'ai pas précisé la date. Ça, c'est en 2019. J'ai 500 mètres à faire pour aller amener mes enfants à l'école. Autant te dire que c'est à côté, tu vois. Mais je prends la voiture, parce que je me sens fatiguée et tout. Je prends la voiture, je fais 100 mètres, même pas, je me stoppe net. Et là, le mur, je me dis, je peux pas. Impossible. Je ne peux plus aller plus loin. Je fais demi-tour, je sens que les crises d'angoisse, que je ne sais toujours pas que c'est ça, ça monte et tout. En fait, c'est marrant parce que au début, je mets pas ça sur le compte des crises d'angoisse. Au début, je me dis, tiens, j'ai dû me choper une entité ou quelque chose. Donc mes premiers réflexes à chaque fois, c'est de me nettoyer. Je sens bien qu'à force de me nettoyer, ça change pas la donne, tu vois. Je me dis, les gars, il y a un problème là. Ça marche pas en fait quand je fais ça. Qu'est-ce qui se passe? J'avais beau faire ça, ça ne marchait pas. Bon, je rentre chez moi. Je sais pas trop ce qui se passe pendant quelques jours. Je sens que ça va pas du tout, mais un jour, je suis chez moi et pareil, je suis prise de nouveau de crise. Je ne sais toujours pas que c'est ça. Et là, je me dis, je vais appeler mon médecin parce que ça va pas du tout. Donc c'était soit je l'appelais elle, soit j'appelais les pompiers. On se connaît un petit peu, tu vois. Elle me connaît, elle sait ce que je fais. Je lui dis, écoute, si tu peux venir, viens. Je lui dis parce que là, ça va pas du tout. Sinon, j'appelle les pompiers. Elle arrive vite. Donc quand je te dis que, encore une fois, l'aide, elle aurait pu ne pas venir, tu vois, ou me dire, appelle les pompiers. Enfin, les médecins, elle devait être à son cabinet. Elle me dit, j'arrive de suite. Elle est arrivée de suite. Je la remercie infiniment. Mon mari, il rentre parce que je lui dis, écoute, ça va pas du tout, faut que tu rentres. Je me revois sur le canapé. Moi, je pensais que j'allais mourir. Clairement, pour moi, là, c'était la fin. J'étais dans un état de mal-être immense. Et elle me donne un anxiolytique pour me calmer, tout ça. Je réalise toujours pas, tu vois, que c'est des crises d'angoisse et tout. Mais je réalise que c'est grave quand même. Je me dis, là quand même, il y a un souci. Et par contre, ce que je réalise aussi, c'est que c'est marrant, il y a toujours ces deux distinctions. C'est que malgré, encore une fois, toute cette douleur, ce que je perçois aussi beaucoup, c'est tout l'amour qu'il y a. Tu vois? C'est-à-dire que pour moi, le fait qu'elle arrive de suite, c'est quand même, c'est de l'amour. Mm. L'amour, le fait que mon mari rentre de suite, c'est de l'amour. Enfin, je sais pas, autant je suis dans la souffrance, la douleur, la difficulté, autant à chaque fois je vois ces trucs d'amour, tu vois, je sais pas comment te dire. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe après, je ne sais pas trop, mais je finis par comprendre que je fais un burn-out Et oui. assez sévère, Mm. que je me suis pas écoutée, que je suis allée au bout de mes limites, qu'il y a plein de choses qu'il va falloir revoir. Mais là, tu rentres dans un truc qui est d'une douleur très compliquée. Et surtout, je comprends toujours pas que tout ce que je ressens, ce sont des crises d'angoisse. Enfin, tu vois, j'ai beaucoup de douleur ici. J'ai du mal à respirer. Enfin, je me sens mal, vraiment, clairement. Je suis obligée de dormir énormément. L'appétit, c'est bof. Je me revois, des fois, je suis à table. J'arrive même pas à tenir à table parce que la moindre conversation me demande un effort terrible. Et dès qu'il y a trop de stimulation, je me sens... il faut que je parte, que je sois toute seule et que j'aille me reposer. C'est très, Mm. très, très violent et très compliqué. En plus, il y a personne qui te dit euh, ce que sont ces symptômes, à quoi ils sont dus, quoi. Il y a personne qui a pu t'aider à ce moment-là.
J'ai pas Sur le le burn-out? souvenir, tu vois, qu'on m'ait dit, Aurélie, tu fais un burn-out. Ah Il va ouais. falloir faire ci, faire ça. Et tout ce que moi, ce qui m'inquiétait énormément, c'était les sensations physiques que j'avais. Je comprenais pas, et je savais pas si à chaque fois que je les ressentais, il fallait que j'appelle les pompiers, si c'était grave. Vraiment, ça, j'arrivais pas à comprendre. Et c'est très rigolo parce que quand j'avais ouvert mon cabinet que j'avais ouvert, bah, écoute, autant te dire qu'il est resté ouvert 3 mois, mais que je n'y ai jamais travaillé, donc je l'ai fermé. Et dans cette maison de l'auto-guérison, juste à côté de moi, il y avait Anne, une psy que j'avais rencontrée donc en ouvrant mon cabinet. Et c'est elle qui va m'aider parce que j'ai besoin de voir une psy à ce moment-là. Donc encore une fois, tu vois, on me l'avait mis bien à côté, Génial. bien sous mon nez. Et c'est elle qui va m'aider. Elle fait de l'EMDR, enfin de la pleine conscience, elle a plein de choses, et qui va m'aider à me sortir de là parce que c'est-à-dire que de l'état dans lequel je suis, je ne peux même pas sortir de mon jardin. Tu vois, je peux pas passer mon portail. Ouais. Ouais, je ne Ouais, peux c'est un plus gros prendre la burn-out, voiture. quoi. Oh. Ah oui, Mm. oui, oui, tu te prends un mur, enfin, c'est d'une Ouais. violence. Mais en même temps, j'en ai eu des signes hein, Mm. que j'ai pas vu avant. Mais les signes, ils Les étaient bien petits là. cailloux. Les Ouais, fameux et petits cailloux avant depuis, le rocher. c'est ça. Et depuis très longtemps, mais bon. De toute façon, je savais, et je l'ai su après en guérissant, que c'était une étape obligatoire, j'étais obligée de passer par là. Ah ouais. Donc, je ne sortais plus de chez moi, je ne prenais plus la voiture ni en passager, alors pour conduire encore moins. Pour moi, voiture égale traumatisme, hein, tu vois, entre l'accident, les crises d'angoisse au volant, Mais oh, oui, c'était mais c'est un devenu... truc de fou, hein. Tout ce qui t'est arrivé en voiture, à chaque fois, on dirait que c'est un genre d'élément de passage pour toi, la voiture. Ah ben, je sais pas, j'ai encore du mal à comprendre avec ça, et d'ailleurs, j'ai encore une relation avec la voiture qui est particulière, quoi, tu vois. Ah ouais, je crois. Et du coup, je vois cette psy, et elle a été merveilleuse parce que dis-toi elle est venue chez moi pour que, avec mon chien, parce que j'ai eu un chien dans cette même année, un Golden Retriever qui a été, enfin, pour moi, c'était un cadeau de fou. Et elle est venue jusqu'à chez moi pour m'aider à sortir à pied pour amener mes enfants à l'école. Je peux te dire que quand tu vis ça, alors que moi j'ai toujours été quelqu'un qui prenait la voiture, qui partait loin, qui partait toute seule, j'avais aucun problème à être toute seule, enfin à conduire. Donc là, quand tu te vois ne pas pouvoir sortir de chez toi seule à pied, Ouais, c'est sûr. compliqué. Donc elle m'a Mm. appris comme ça pour sortir à pied. Et après, elle m'a aidée en voiture. Voilà, ça a été, la voiture, ça a été très, 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 très long. Mais j'ai réussi. Après, il y a la partie psy, mais il y a énormément la partie qu'on doit faire nous. Et, Mm. euh, et ce que j'ai compris pendant cette période, et ce qui m'a énormément aidée, c'est qu'en fait, cette période de burn-out, elle est venue tout raser, tout ce que j'avais construit, tout ce que je croyais être. Et là, c'était en gros, on va tout rebâtir, mais par contre sur les bonnes bases, sur des bases saines, sur des bases solides. Tu vas apprendre qui tu es, tes besoins, tes limites, tes valeurs. Enfin, vraiment, tu vois, c'était tout. Et qu'est-ce qui m'a aidé à faire ça? Ben, c'était mon hypersensibilité. Parce Ah oui. en écoutant, parce que là, l'hypersensibilité, quand t'es en burn-out, c'est plus, hein. Tout est beaucoup plus fort, tout est beaucoup plus amplifié. Mais sauf qu'en l'écoutant, en me disant, tiens, qu'est-ce qu'elle m'indique là? De quoi j'ai besoin à ce moment-là? Est-ce que j'ai besoin d'aller me reposer? Est-ce que j'ai besoin de respirer? Est-ce que j'ai besoin de la nature? Est-ce que j'ai besoin d'exprimer ce que je ressens? Enfin, tu vois, à chaque fois de la questionner comme ça, mais j'ai réappris qui je suis, comment je fonctionne, de quoi j'ai besoin. J'ai eu la psy, j'ai eu une coach aussi que j'ai pris après en bien-être. Mais à chaque fois, ça a été des cours accompagnement, tu vois. Après, le plus gros du boulot, c'est à toi de le faire, hein, de toute façon. Il y a Oui. pas de, y a pas de magie. Et mais au plus bas de ce que j'ai été, ouais, t'as vraiment des pensées noires, des pensées pas cool,
Et moi, ce qui me tenait, ouais, c'était les enfants. Je me disais, attends, t'as tes enfants. Ça, je pense que c'est quelque chose de précieux qui t'aide à tenir. Et c'est très rigolo, même dans ces journées que je subissais à fond la caisse, j'ai eu la grande chance d'arriver à chaque fois, à trouver la petite lumière, le petit truc, tu vois, positif, ou le petit truc où je me disais, ah, ça, je peux m'y accrocher. Ça veut dire que j'avance. Ça veut dire que je me relève. Ça veut dire que ça va aller. Mais je saurais plus, tu vois, exactement quoi te dire, ce que c'était, mais à chaque fois. Et je me rappelle d'une phrase qui m'a beaucoup marquée. Je me voyais dans mon jardin, je faisais beaucoup le tour dans mon jardin, tu vois, pour marcher, pour attendre que les crises passent et tout ça. Et un jour, je marche et j'entends, clairement, on me dit, il n'y a rien que Dieu t'envoie que tu ne peux pas traverser. Enfin, Dieu ou l'univers ou le divin, ce que tu veux, tu vois. Et là, je me suis dit, waouh. Je pense que j'ai puisé dans cette phrase une force. Je me la répétais tout le temps, tu vois. Je me disais tout le temps, ben oui. Mais je me disais, mais c'est bien sûr, mais sinon, mais quel intérêt? Quel intérêt, tu vois, de me faire traverser ça? C'est pas pour me mettre au sol, c'est pas pour... y a forcément quelque chose. Donner du sens et trouver, tu vois, le truc, moi, ça marche beaucoup avec moi, en tout cas. Et là, je me suis dit, ouais. Donc, tu vois, j'avais quand même tout le temps, tous les jours, ces petites lueurs, mais des fois, des trucs microscopiques, tu vois. Mais j'y tenais, je m'accrochais à ça et je me disais, allez, demain, on recommence. Mais c'est compliqué. Donc là, je te disais, on était en 2019. Ça a pris combien de temps pour te sortir de ce burn-out? 2019, j'y suis restée, parce qu'après, après, tu sais pas, mais il y a les séquelles, tu sais, à Ok. enlever. Les séquelles, j'en ai eu jusqu'à bien l'année dernière, je pense. Ah ouais. Tu vois, 2024. Mais vraiment, en sortir, moi, je pense que ça a duré entre 3 et 4 ans. Et du coup, ça a été quoi le grand message de ce burn-out? Le grand message de ce burn-out, qui était fait de mélange de plein de choses, pour moi, c'était me rebâtir pour me reconnecter à moi-même. Avant ça, t'accompagnais déjà les gens ou t'avais prévu de commencer à le faire? Je voulais accompagner en soins énergétiques, tu sais, vu que je voulais ouvrir ce cabinet. Et par contre, après ce burn-out, il y a une chose dont je ne voulais absolument plus entendre parler, c'était justement la spiritualité, les soins énergétiques et le fait de guérir les gens. En fait, Non. pour moi, c'était un peu la cause de ce burn-out. Je sais pas. J'avais assimilé de ce réveil, tu vois, cet éveil au fait de plonger comme ça dans un burn-out. Donc, tout ce qui se rapprochait de ça, je ne voulais plus en entendre parler. Mais je ne rencontrais que des gens qui étaient là-dedans. C'est-à-dire que ma psy, elle était aussi là-dedans. La coach, je le savais après, tu vois, la coach que j'ai eue, elle était aussi là-dedans. Enfin, il y avait que des choses tout le temps. Dans ma vie, de toute façon, ça m'a tout le temps suivi. C'était tout le temps en rapport avec ça. Mais moi, je ne voulais plus en entendre parler. Guérir les gens, apposer mes mains sur les gens ou quoi, c'était impensable pour moi. Ça allait me renvoyer dans la noirceur, dans des choses très compliquées. Parce que je faisais des petits soins à ma famille quand même, tu vois. J'avais découvert que, ben ouais, juste en posant mes mains, ça faisait des choses incroyables. Donc, mais incroyable, mais j'étais pas à l'aise avec. Tu vois, quand je le faisais. Je sais pas, il y avait des peurs, j'étais pas à l'aise. Et la manière dont on m'avait enseigné, ça collait pas avec, je l'ai su après, bien sûr, avec ma façon de faire. Donc, je ne voulais absolument plus entendre parler de ça, jusqu'au jour, bien sûr, où il y a une reconnexion qui se fait. Hein. Entre-temps, par contre, je change, moi, énormément, c'est-à-dire que
tout ce qui m'animait avant ne m'anime plus, tu vois. Avant, j'adorais faire du shopping, j'adorais sortir, j'adorais... Alors ça, plus du tout. Je me mets à fond dans l'alimentation, j'apprends à cuisiner alors que j'ai toujours détesté cuisiner. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que tu sais, on t'infuse de choses... je sais pas comment Ouais. l'expliquer ça, mais Il y a il y a de il y a nouvelles eu choses. comme un recablage, Ouais, hein? c'est exactement ça. C'est un recablage. Il y a des Mmh. choses qui disparaissent. Ça, c'est très particulier, ces processus-là. Je sais pas si toi, tu les sens physiquement, mais moi, je ressens tout physiquement. Donc, tu sens, il y a des choses qui partent, il y a Oui. des choses qui arrivent, il y a des prises de conscience fulgurantes. Des fois, c'est assez compliqué et déstabilisant. Enfin, c'est un énorme apprentissage, ce burn-out. Euh, que je souhaite pas revivre, bien évidemment, que je souhaite à personne. Mais par contre, c'est un apprentissage incroyable. Ouais, waouh. C'est, Ouais, vraiment très fort ce que tu viens de nous raconter, j'avoue ouais. et ça oui, c'est tellement plein d'enseignements aussi, toi tu te dis, bah, en fait je pourrais plus jamais revivre ça puisque maintenant je m'écoute et je suis, vraiment, en conscience avec moi-même, en conscience avec ce que je vis. Eh ben, j'essaye. En tout cas, Ouais. je peux te dire que j'ai été tellement marquée que après ça m'a créé d'autres problèmes. Tu vois, c'est-à-dire que je suis devenue hyper vigilante à tout ce qui pouvait m'arriver et à tout ce que je pouvais ressentir, parce que Mmh. ma peur c'était à nouveau de pas me sentir bien, de pas avoir vu les signes et de d'être à nouveau mal. Donc du coup, j'ai Ouais. développé voilà beaucoup d'hypervigilance. Je me contrôle tout le temps, je fais tout le temps le tour de moi, voir si ça va. Dès que je ressens quelque chose, je panique un peu. Bon, Mmh. ça maintenant, je l'ai pas mal travaillé, ben, moi avec moi-même, hein, essayer de comprendre ce qui se passe. Mais tu ressors pas indemne quand même d'un burn-out aussi violent. Hein, ça Ouais. laisse une fragilité, ça laisse des séquelles. Ouais. Euh, Et tu sais oui, que j'avais entendu des scientifiques qui avaient fait une étude qui prouvait que justement ça créait des chemins neuronaux, de faire un burn-out et du coup, que quand on avait fait un, il fallait être vigilant mm, parce que ça pouvait, revenir grâce à ces nouveaux chemins neuronaux qui avaient été créés. ouais, Donc ça c'est un truc, c'est un point de vigilance à avoir. tout à fait. Mais justement comment faire pour que ça arrive pas? C'est prendre soin aussi de son système nerveux, quoi. De l'apaiser, Exactement. l'hypervigilance, ça s'apaise. Mmh. Ouais. Bah moi j'ai mis beaucoup de rituels en place et Mmh surtout mh. j'ai fait de ma santé, de mon bien-être la priorité absolue. Ouais. Ça Mmh. c'est alors là je m'écoute plus et tant pis si on comprend pas que je sors pas à tel endroit, je vais pas dans un resto, je vais pas marcher parce qu'aujourd'hui je me le sens pas. Qu'on me dise oh franchement t'es pénible et tout, viens. Ouais mais en fait t'as pas vécu ce que j'ai vécu. Et Mmh, moi pour mmh, rien au mmh. monde j'y retourne là-bas, tu vois. Ouais. La leçon, elle a été dure, elle a été enseignée, même si j'ai appris à mettre les limites un peu plus loin que ce qu'elles étaient il y a 2 ou 3 ans ou quoi, tu vois. Petit à petit, tu progresses mais à mon rythme. Et Ouais. ça, et ça, je pense que c'était nécessaire que je l'apprenne aussi, tu vois, de prendre soin de moi, de m'écouter et de ne plus avoir peur d'être rejeté, de pas être compris ou de pas être aimé si je dis non. C'est très difficile, mais l'hypersensibilité et le burn-out, ça t'apprend très très bien Ouais. à faire ça. Ouais, Mmh. Ouais, ouais, c'est un ouais. sacré cheminement, quoi. Mmh. Ouais, et puis du coup, c'est rigolo parce que qu'est-ce qui m'aide aussi à reprendre une vie un peu normale, ben, c'est que je retourne dans mon métier d'assistante maternelle que j'avais moi-même décidé d'arrêter, hein, où j'ai tout stoppé, mais cette fois-ci pas chez moi, à l'extérieur, avec dans une maison d'assistante maternelle avec une très bonne amie à moi et la cousine de mon mari. Et parce que je sais que là maintenant chez moi j'y suis restée assez longtemps et que c'est plus un lieu sécure, c'est au contraire un lieu où je rumine, je ressasse, je sais que là il faut que je sorte.
Donc, je me mets un grand coup de pied aux fesses parce que du coup, ça veut dire prendre la voiture, ça veut dire me remettre dans des horaires, ça veut dire affronter des gens, ça veut dire avoir toute une journée de travail, ça veut dire m'engager, ça veut dire beaucoup de choses et c'est pas évident, mais j'y arrive. Et je reste dans cette même pendant 3 ans. Ça n'a pas D'accord. été tout le temps facile, mais ça m'aide. C'est Et je encore là pense que... maintenant? Ah oui. Attends, c'est pas fini. C'est pas Ok, fini. Euh, continuons. continuons. En 2000, attends, est-ce que c'était en 2022? Ouais, c'était en 2022 aussi, du coup. Euh, Même s'il y a du mieux, je sens quand même qu'il y a encore tu vois, quelque chose où j'ai pas mis le doigt dessus. Où je sens que, bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, à chaque fois, de toute façon, maintenant, c'est ma question. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a encore? Et en fait, je découvre en 2022 que je suis au potentiel. Donc, j'ai 38 ans et je découvre que je suis au potentiel. Alors là, je me dis, tiens, voilà autre chose. Même si ça fait un peu comme dans le cabinet du guérisseur, tu vois, où je me dis, tous les éléments reprennent leur place et je me dis, oh, mais ça explique tellement de choses de mon enfance, mais incroyable. Mm. Je me dis, ok, chouette. Et là, je ressens vraiment d'ailleurs, il y a une phrase très claire qui me vient comme ça, qui me dit fin de la quête. Pour moi, je me dis, Ah ouais. là, c'est bon, ça y est, je pense que j'ai découvert pas mal de choses, on a fait pas mal de tours. Ok, je vais arrêter tout le temps d'aller chercher à comprendre. Donc, je me dis, ok, super. J'ai juste un petit moment pardon, de panique où je me dis, qu'est-ce que je vais en faire de ce cerveau si envahissant? Parce que moi, je me connais, je me pose des questions sur tout, absolument tout le temps. D'ailleurs, on m'a tout le temps répété, arrête de te poser des questions. Mais en même temps, si je m'étais pas posé autant de questions, est-ce que j'en serais là aujourd'hui? Je suis pas sûre. Donc je me dis, waouh, 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 qu'est-ce que j'en fais? Bon, j'essaie de me calmer et tout, et ben qu'est-ce que j'en fais? Et ben je décide de me faire accompagner et de me former. Bien entendu, tu penses que ça Et va oui. pas rester comme ça, juste une info. Donc je me fais accompagner par une femme que je rencontre sur Insta. Et je fais aussi la formation avec elle pour accompagner les enfants à haut potentiel. Et c'est comme ça aussi que je mets en place mon accompagnement que je fais actuellement. Donc D'accord. c'est un sujet qui me fascine, hyper intéressant et qui est encore trop mal connu, quoi. Un peu comme Mais oui, c'est l'hypersensibilité, ça. de toute façon, on a tellement de choses à apprendre, à comprendre sur ça. Ouais, c'est ça. Quand tu as un HPI, tu as souvent des troubles associés. Et je sais pas si tu dois connaître Ouais, Béatrice Millettre. je vois le C'est nom. assez extraordinaire cette thèse-là qu'elle offre. C'est doublement exceptionnel. Ce bouquin, Ouais, il est extraordinaire parce que justement, elle met en corrélation ceux qui ont HPI plus TDAH, HPI plus TSA ou HPI hypersensibilité et ça crée un troisième, tu vois, à chaque ouais, fois un troisième vraiment liste d'effets, liste de symptômes ou de caractéristiques plutôt. J'aime pas trop symptômes parce qu'au final, parfois c'est pas du tout une pathologie, hein, c'est juste une petite bizarrerie qu'on a ouais, et c'est un eureka en fait quand on lit ça et qu'on Eureka. se dit ah mais en fait oui je suis ça. Ah, c'est moi, c'est l'histoire de ma vie. Mm. Ah ouais. Ah oui, oui, moi, c'est un soulagement C'est immense ça. quand je me fais faire détecter et qu'elle me dit, mais oui, vous êtes bien à haut potentiel. Mm. Alléluia. En fait, je pense qu'au fond, on le sait, on le On le ressent. sait. Bon, Mm. avant, on posait pas tous ces noms-là, c'était beaucoup plus compliqué. Mais ça nous en apprend tellement sur nous. Enfin, moi, j'ai Mm. exploré après tellement de choses et accepté et Ouais, c'est compris ça. tellement de choses parce que l'acceptation, elle est difficile. C'est difficile de s'accepter tel qu'on est. Enfin, en tout cas pour moi. Oui.
quand on se quand comprend pas. on sait pas d'où ça vient, alors peut-être que ça m'a aidé parce que du coup là c'était validé par quelque chose, tu vois. C'est ça. Il y a vraiment quelqu'un qui me disait oui, c'est ça. Donc je me sentais du coup légitime et je me sentais bien avec ça. Mais au fond, qu'on me le valide ou pas, c'est ce que je suis au fond de moi, c'est ma façon de fonctionner. Qu'est-ce qui fait que c'est difficile? C'est que c'est ce qu'on nous dit finalement. C'est comment on nous perçoit, c'est ce qu'on nous dit, comment on nous regarde, les réflexions qu'on nous fait. Encore une fois. Mm. Sinon, vivre avec Ouais. soi-même, c'est pas Ah, je compliqué. sais pas. Après, c'est vrai qu'il y a des troubles. Il y a certains troubles qui sont associés à ça, et c'est ça. Oui, C'est les quelques petits troubles qui se mettent dans ces caractéristiques qui font un peu de la souffrance, je trouve. oui, Et il y en a c'est-à-dire que qui le vivent très bien. Moi, je vis ça très très bien, et c'est l'hypersensibilité ou le haut cool. Mais potentiel, c'est pas des troubles. Le non, TDAH, c'est un trouble. Voilà. Donc, oui, il peut y avoir nécessité à vraiment mettre des choses en place, mais on n'est pas obligé d'être en souffrance quand on est hypersensible et quand on est exactement. HPI. Mm. Absolument pas du tout. On n'est pas obligé d'être Ouais, suivi, on ouais. n'est pas obligé de. Ouais, Mais c'est ce qu'expliquait Béatrice Millettre. Elle disait, mais HPI, c'est pas un trouble. En fait, c'est pas une pathologie. Voilà, il n'y a non, pas le mot pathologie dessus. C'est les petits troubles associés qui viennent à côté, qui sont souvent là. Voilà, mais pas exactement. toujours. C'est pas systématique, Oui, quoi. c'est pas systématique. Et donc, du coup, tu vois, Hyper en apprenant intéressant. ça, Alors, on eh ben, du continue. coup, en apprenant tout ça, je quitte la MAM. Donc, je dis stop. Cette fois-ci, c'est bon. Je tourne vraiment cette page et je crée mon activité sur mesure parce que moi j'ai besoin de créer. J'ai besoin. Alors, c'est un peu difficile pour moi parce que je me dis qui je suis et qu'est-ce que je fais parce que j'ai tellement de possibilités que pour moi, ça, c'est très difficile de, entre guillemets, me trouver un titre, même si je suis pas obligée de me trouver un titre, tu vois, mais je me dis comment expliquer ce que je fais. Parce que je fais quand même beaucoup de choses. Et Ça, c'est surtout, propre à tous les thérapeutes. ouais, c'est C'est compliqué. souvent compliqué. Et c'est, pendant longtemps, j'ai même voulu créer un nom spécial, tu vois, je me suis dit, non, mais je vais créer un nom, un truc qui n'existe pas, mais qui regroupe tout ce que je peux faire. À force que ça me prenne la tête, j'ai laissé tomber. Mais c'est rigolo parce que en 2024, et d'ailleurs c'était le 6 juin 2024, et tu me fais faire cette vidéo le 6 juin, alors c'est très rigolo, parce que le 6 juin 2024, je me rappelle très bien, je me lève ce matin-là, et je me sens bien, mais il y a un truc, encore, tu vois. Je me dis, oh, putain, c'est pas possible. Je fais mes petits rituels, comme j'ai l'habitude, comme j'ai mis en place, je fais ma séance de yoga, et puis je sens, tu vois, pendant la séance de yoga, il y a beaucoup d'émotions, tu vois, ça, je me sens bien, hein, mais il y a beaucoup d'émotions. Oula, je me dis, bon, ok, qu'est-ce qui se passe, tu vois, puis je me mets à mon petit déjeuner, et, euh, et puis je sors mon téléphone, et puis je sais pas pourquoi, enfin, si, je sais pourquoi, mais je décide de taper sur Google, quel est le rôle du passeur d'âme. Donc il faut savoir que je ne voulais absolument plus entendre parler de tout ça. Mais Mm. il fallait que je tape ça. Je tombe sur un article que je n'avais jamais lu qui a été exceptionnel pour moi, et là, je me mets à pleurer, tu vois, et je me dis, mais ça explique tellement qui je suis. Enfin, j'ai l'impression que c'est moi qui l'ai écrit, tu vois, cet article. Je sais pas, les mots, la résonance, la façon dont c'est écrit, je me dis, attends, mais c'est moi. Je peux pas continuer à nier plus longtemps ça. Et en fait, je me rends compte, à ce moment-là, que ce qui me fait souffrir, c'est que je lutte contre, contre mes dons, contre ma mission, contre mon rôle, et que de lutter, ça me crée plus de souffrance finalement. Et en fait, je suis arrivée au max de ce que je pouvais lutter. Et là, je me souviens, je me souviens, ça me fait une reconnexion avec le divin vraiment à ce moment-là. Et je me sens j'ai envie de m'excuser. Et je me rappelle très bien, je dis cette phrase. Je suis désolée, excuse-moi, mais je dois y aller, c'est moi. Je sais pas vraiment à qui je dis ça. Est-ce que si c'est à l'ancienne moi, tu vois, que je laisse partir? Est-ce que c'est à cette promesse que je me suis faite de pas y revenir et où je lui dis, en fait, je peux pas, quoi. Je
je suis obligée d'y aller. Et donc je me dis, j'y vais. C'est le moment, je saute. Et là, ça a été incroyable. Je me rappelle avoir gardé un sourire de béatitude toute la journée. J'ai eu l'impression de revenir chez moi, tu vois, de me reconnecter à toute une famille d'âmes, de me reconnecter à là-haut, ouais, de revenir chez moi. Vraiment cette sensation de paix, de bien-être, je pleurais, mais j'étais pas du tout triste ou quoi, tu vois, mais j'étais waouh. Et je me dis, mais moi, c'est souvent que je me le dis après ça. Je me dis, mais attends, mais tout ça pour ça, t'as attendu. Tu t'interdis depuis je sais pas combien de temps, mais je sais pas. J'avais vraiment associé cette reconnexion à une peur, quoi, tu vois. Mm. Mais j'ai très souvent remarqué que là où j'avais peur d'aller, c'est là où je devais aller. J'ai pas cherché Et si, pourquoi. et si c'était à cette part de toi qui avait 17 ans et qui avait peur d'être trahi, que t'as dit désolé, maintenant j'y vais. Je sais pas, mais je sais que je leur en ai voulu à cette époque. Mm. C'est Mais quand j'y repense, je ressens encore cette fracture. Ah ouais, Mm. ouais. Après, j'ai compris que ils ont pas de pouvoir là-dessus et que le fait qu'il s'en aille, le fait qu'il décède, c'est comme ça. C'était son chemin de vie et Et que oui. c'est à moi d'accepter la vie et que la mort fait partie de la vie et que la maladie ça fait partie de la vie et que oui, on a beau prier, on a beau demander. Parce que moi, je suis quelqu'un qui prie beaucoup. Et quand j'étais enfant, je priais énormément. Je priais tous les soirs et je demandais toujours protection de mes proches, ma protection, la protection des animaux, la protection de la terre, parce que pour moi, c'était les animaux et la terre, enfin, je Mm. me sens très liée à ça et on doit la protéger, Mm. on doit l'aimer. Et ouais, c'était vraiment une trahison pour moi. Je leur en ai voulu, mais la reconnexion, ça a été dur, Mm. mais franchement, elle a été belle. Ça a été, non, je dis, ça a été un sacré chemin et tu vois, il y a juste un dernier truc. Après, j'en ai fini avec mon chemin d'éveil. Tu vas te dire, elle met 3 plombs à raconter son parcours. Après, c'est fini, c'est le dernier truc. Reste Pourtant, tu avec vois, nous. je venais d'avoir 40 ans, donc en 2024. Et dès le jour de mes 40 ans, je sais pas, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Je me dis, oh non. Je me dis non. Tu vois, tu sens arriver le truc, je me dis, oh non. Mais bon, c'est stop, à un moment donné, répit, quoi. Mais je Mm. sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Et moi, je suis quelqu'un qui, le jour de mon anniversaire, j'ai toujours eu une angoisse qu'il arrive quelque chose. Je sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi maintenant, je vais te le raconter, mais je le vivais pas sereinement, mon anniversaire. C'est comme si, quelque part, j'étais obligée d'être, tout en ayant l'appréhension qu'il allait se passer quelque chose. Et donc, j'ai eu 40 ans, et puis ça va pas. Bon. Je trouve pas le pourquoi du comment. J'ai beau demander, j'ai beau cheminer, j'ai beau, bon, quand c'est pas le moment de savoir, c'est pas le moment de savoir. Et donc, on est en début 2025, là, et on se retrouve un 14 février 2025. Je l'ai pas raconté, cette histoire, à part, il y a mon mari qui est au courant, mes enfants, mes parents, mais très, 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 très peu de personnes sont au courant de cette histoire. On est le 14 février 2025 et toute la journée, j'ai des palpitations. Je suis pas, j'ai déjà eu des palpitations, moi, tu vois. Je sais que, voilà, on m'a dit en 2023 que j'avais une petite anomalie au cœur. Sûrement j'étais née avec, tu vois, mais ça pouvait sûrement me donner des palpitations. Mais là, quand même, ça palpite. Tu vois, je sens toute la journée, et puis il n'y a pas de répit et tout. Je me dis, attends, quand même, il y a quelque chose de bizarre. Je me décide le soir à appeler le 15. Et je leur explique, tu vois. Elle est encore un peu émouvante, cette histoire à raconter. Et ils me disent, écoutez, si vous voulez, pour vous rassurer, on peut vous donner rendez-vous chez un médecin de garde pour faire un électro. Moi, je me dis, bah attends, mais trop bien, le soir, donc ils me disent, vous avez rendez-vous à 1h du matin. Waouh! Et dans un sens, je me dis, putain, mais c'est génial, quoi. On peut aller faire un électro comme ça, à 1h du matin. Ok, super. Je vais sur mon canapé, j'attends que l'heure passe et tout. Je préviens quand même ma mère. Et je vais à ce fameux rendez-vous. Donc, on arrive
au médecin urgentiste. Mon mari reste dans la voiture, le pauvre, il boussait le lendemain. Et je monte, et là je sens, c'est le cœur. Je me sens bien, je précise, je me sens bien, je n'ai aucune douleur. Mais alors là-dedans, c'est la fiesta. Il me fait un électro et tout, et je le vois, l'air grave quand même, tu vois. Bah, je lui dis, qu'est-ce que ça va pas, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, madame, je pense que vous êtes en train de faire un infarctus. Alors là, je me souviens très précisément, il y a 2 émotions en moi. Il y a la Aurélie, je suis déconfite et je me dis, bah ok, ça y est, je vais mourir là, dans cette salle de médecin. Mes enfants sont restés à la maison, c'est fini. Je me résigne un peu, tu vois, je me dis, ok, ça se passe comme ça, la mort. Il faut savoir que la peur de la mort chez moi était revenue. Ah. Ouais, je sais pas pourquoi, j'étais de nouveau pas en paix avec ça. Donc je me dis, bon, ok. J'ai envie de paniquer, j'ai envie de pleurer, mais absolument rien ne sort. C'est très étrange comme... Et il y a l'autre Aurélie où je me dis, absolument sûre de moi, je me dis, mais je fais pas du tout un infarctus. Je viens de monter des escaliers, ça a palpité toute la journée, j'ai pu faire de la danse, j'ai pu faire de la marche, j'ai pas de douleur, je vous parle, je fais pas un infarctus, tu vois. C'est très distinct, ces deux... Mais je sais pas laquelle adopter, tu vois. Et du coup, j'appelle mon mari qui est en bas. Je lui dis, écoute, tu peux monter parce que c'est grave. Donc, il monte. Je lui dis, écoute, apparemment, je suis un infarctus. Il me dit, j'appelle les pompiers. Ils vous amènent à Haut-l'Évêque en urgence. Vous allez être reçus. Et là, je me dis, putain, mais c'est pas possible. Et mon mari, Julien, panique pas non plus, tu vois. Il me dit, c'est pas possible, tu fais pas un infarctus. On n'y croyait pas, en fait, tu vois. Mais bon, tu te dis, est-ce que tu crois pas parce que tu te dissocies et parce que faut l'encaisser, tu vois. Et ce soir-là, je vais vivre un bon nombre de très grandes peurs que j'ai. Je peux te dire que les leçons, quand on a besoin de les recevoir, on les reçoit. Et il faut savoir que moi, j'ai toujours eu peur de la maladie. Donc, j'ai peur de la mort. J'ai peur de partir avec les pompiers, d'aller aux urgences, du corps médical. Enfin, voilà, qu'est-ce qu'on va me faire? En gros, de perdre le contrôle, quoi, tu vois. Mais clairement, moi, la perte de contrôle, c'est Voilà, c'est la horrible. totale, quoi. Sauf que là, ce qu'on me demande clairement, c'est de lâcher. Ok. Ça, je le comprends dans le camion des pompiers. Donc, le camion des pompiers arrive, il passe un peu de temps et tout. Moi, ok, ça palpite toujours, mais je me sens quand même toujours bien. C'est vrai, j'insiste avec ça. Le camion de pompiers arrive et puis je dis, mon mari, viens avec moi. Ils me disent, non, il monte pas dans le camion avec nous, il nous suit en voiture. Ah, j'ai dit, ah non. Je dis, moi, impossible pour moi de monter dans un camion de pompiers toute seule. C'était l'angoisse, tu vois, je l'avais jamais fait, je m'étais toujours imaginé que c'était terrible. Non, quoi. Et là, je comprends que, encore une fois, on me dit, si, tu vas y aller toute seule et tu vas lâcher. Tu vas le vivre. Je monte dans ce camion, de toute façon, pas le choix, hein. Là, c'est pas toi qui décides. On m'attache, machin et tout, donc, ok, c'est parti, les sirènes, enfin, le cauchemar. Je me dis, je sais pas où on va, mais on y va. Et là, je me rappelle très bien, sur ce brancard, j'appelle mon ange gardien. Et je lui dis, écoute, non, je lui dis pas, écoute, je lui dis, ok, je lâche. Ok, j'ai confiance, je lâche tout. Et je me rappelle vraiment cette sensation, je lâche. J'ai pas le contrôle. C'est pas moi qui vais décider, il va se passer ce qui va se passer. Et je me sens bien. Je sens qu'il est présent, je me sens bien. On arrive à l'hôpital, on me met dans l'ascenseur. Alors, pareil, moi, l'ascenseur, c'est pas mon kiff. Et là, je me dis, bon, je suis dans un ascenseur, mais il y a 3 pompiers avec moi. Je pense que ça devrait aller, tu vois. Je remercie mon mari de m'avoir offert ces 3 charmants pompiers pour la Saint-Valentin. Et donc, on arrive dans cet hôpital où je suis reçue, par contre là, pareil, je suis reçue par une équipe au top, d'une gentillesse, mais je te jure, enfin, c'est incroyable, professionnel, gentil, enfin. Le cardio qui me reçoit, très clairement, il arrive, il prend mon électro, il me regarde, il regarde l'électro, il me dit, je comprends pas. Il me dit, quand je vous vois, ça va. Je vois l'électro, vous faites un infarctus. Il me dit, je comprends pas, en fait. Bah, écoutez, je lui dis, c'est vous le cardio, hein. C'est vous qui allez me dire.
Donc, on fait une batterie d'examens, tu vois, ils me font l'écho, on me fait des prises de sang, bref, j'y reste toute la nuit. Et au moment où on me fait l'écho, en fait, tout s'arrête, tout se calme. Le cœur, il revient à normal, je me sens, c'est l'apaisement, tout va bien. On me garde quand même toute la nuit en observation, une partie de la journée, le temps d'avoir les examens et tout. Et je rentre chez moi. J'étais assez marquée et en même temps, je me suis dit, eh ben merci parce que c'est une grande leçon pour le lâcher prise et j'avais besoin de comprendre ce qu'était le lâcher prise, comment lâcher et de me rendre compte que on ne contrôle absolument rien. Que j'ai beau vouloir m'attacher, vouloir contrôler, c'est impossible en fait. Et c'était en train de m'user. Il y a un mois qui passe et tout ça et je sentais toujours quand même que par moment, tu vois, j'avais des palpitations. Et je me dis, il y a quelque chose que j'ai pas compris, tu vois, c'est pas possible. Ok, c'est le lâcher prise, mais il y a autre chose. Et en rentrant de cet épisode-là, je me mets à faire de la méditation et je me remets à faire de la sophrologie. Et lors d'une méditation, je me souviens de ce que j'arrivais à faire quand j'étais en méditation, c'est-à-dire que en méditation, j'ai des visions, j'ai des flashs, j'ai plein de choses, tu vois, qui me viennent. Et je me dis, waouh, je me rappelle qu'effectivement, au tout début où on m'a parlé de dons, j'arrivais à faire ça, tu vois. Mais comme j'avais pas le contrôle, j'avais arrêté. Ça me faisait peur. Et là, ça revient. Et j'ai des choses et, tu vois, j'essaye de m'y habituer, de l'apprivoiser. Et un matin, je refais donc ma méditation. Je pose mes mains comme ça et je vois mon cœur. Tu vois, il y a une image très nette, je vois mon cœur. Il est magnifique, il est rouge, enfin, très beau, tu vois. Et juste après, je me vois, moi, dans le ventre de ma maman. Et je suis un beau bébé, tu vois, et puis je suis sereine, mais je suis tellement bien, tu vois, je ressens cette sérénité. Et là, tout à coup, je ressens l'angoisse. Ça me prend là, tu vois. C'est très très fort, ça se crispe et tout. Je suis pas bien, je sens comme une crise d'angoisse monter et tout, j'arrête le truc. Je me dis, merde, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout, tu vois. J'envoie un message à une énergéticienne qui m'aide un petit peu dans ce parcours-là. Et je lui dis, voilà, j'ai vu ça, mais j'ai pas réussi. Je dis, qu'est-ce qui se passe, quoi? Elle me dit, on veut vous montrer une information, quelque chose qui s'est passé à votre naissance. N'ayez pas peur, en fait. Vous avez besoin de savoir. Je lui dis, bon, ben, je vais réessayer, tu vois. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Elle me dit, qu'est-ce qu'il a bien pu se passer que je veux pas aller voir? Et il faut savoir que 6 ans auparavant, quand j'avais vu ma psy pour le burn-out, elle m'avait fait faire un travail similaire où je devais aller me voir dans le ventre de ma mère. Et juste avant d'y arriver, je m'étais arrêtée net et je lui avais dit, je peux pas aller voir. Elle m'avait dit, comment ça? Je lui ai dit, non, je veux pas, j'irai pas. Ok. Elle m'avait dit, on n'y va pas. Elle m'a dit, par contre, c'est sûrement qu'il a dû se passer quelque chose quand on veut pas aller voir comme ça et que c'est douloureux. Mais moi, je me dis, mais qu'est-ce qui peut t'arriver quand t'es dans le ventre de ta maman, tu vois? Enfin, je comprenais pas, en fait. Il y a quelques jours qui passent, et puis un matin, je me mets à ma table, petit-déj, tu vois, j'allume Instagram, et là, pouf, pile au moment où j'allume Instagram, je tombe sur une nana qui fait un article, qui écrit un truc sur le syndrome du jumeau perdu. Et là, j'effondre en sanglots. Mais quand je te dis en sanglots, enfin, c'est incontrôlable. Ça sort, je suis pas bien et tout. Et là, en fait, je comprends tout. Je me dis, mais en fait, c'est ça. En fait, je ne devais pas venir toute seule. J'avais un jumeau. Et il est décédé donc pendant cette grossesse, mais je ne l'ai jamais su, ma mère ne l'a jamais su. Et donc je fais, enfin je me vois très bien, je vais dehors, je discute avec lui, il y a cette reconnexion, tu vois, qui se fait, ce lien qui se rétablit, il m'explique les choses, pourquoi c'est arrivé, enfin quel est son choix, machin, tout ça. Et en fait je le libère, je le laisse aller dans la lumière, et moi je décide de reprendre ma place ici, tu vois, parce que ma place à moi elle est ici. C'est un événement, enfin c'est très fort, mais ça prend tout son sens. Ça explique encore une fois tellement de choses sur ma façon d'être, sur les peurs que j'ai, parce que finalement, en n'étant pas encore née, j'ai quand même vécu le deuil, j'ai vécu l'abandon, j'ai vécu la séparation, j'ai vécu la souffrance. Enfin, j'ai vécu tellement de choses. Et là, ce qu'il fallait faire, c'était libérer ce lien, le laisser partir, entre guillemets. Et du coup, en faisant ça, je l'ai laissé partir, mais il a jamais été aussi présent, parce que maintenant, j'apprends à vivre sans lui, mais avec lui, parce qu'il me guide tout le temps. Et après ça, je me suis dit, comment je dis ça à mes parents?
parce que c'est leur histoire aussi, et que j'ai envie de remettre sa place à lui dans notre famille, parce qu'il a sa place dans notre famille. Et je décide de dire à mes parents, écoutez, voilà, j'ai découvert quelque chose, j'ai appris quelque chose. Ça vous concerne aussi. Ça peut être déstabilisant. C'est vous qui choisissez si vous voulez le savoir ou pas. Je voulais absolument pas leur imposer. Enfin, t'imagines, ça peut être compliqué à vivre. Donc, ils laissent passer quelques jours et ils m'ont dit, OK, on veut bien savoir, dis-nous. Et au moment où je l'ai dit, ma maman m'a dit, mais je m'en doutais. Ah ouais. Alors là, grande surprise pour moi, tu vois, je me suis dit, mais comment ça, tu t'en doutais? Enfin, elle me dit, je sais pas, elle me dit, dès que t'as commencé à me parler de ça, je m'en doutais que c'était ça. Et elle me dit, quand j'étais enceinte de toi, je rêvais d'avoir des jumeaux. C'était mon rêve. Donc, elle avait le prénom du garçon aussi. Et donc, on l'a réintégré comme ça dans la famille. Ça s'est fait hyper naturellement. Et moi, je me dis, il y a quelques années de ça, jamais j'aurais pu parler de ça à mes parents aussi facilement. Enfin, je sais pas si tu te rends compte du chemin aussi, parce qu'il faut savoir que dans une famille, quand quelqu'un s'éveille, fait ce chemin aussi de nettoyage et de guérison, c'est toute la famille entière qui en bénéficie. Et donc voilà, ce parcours d'éveil, là où il en est pour l'instant. Et B, Ouais. c'est Tu dis, tu vois, c'est pour ça que j'avais vraiment, pris des notes, parce que franchement, il y a tellement de choses oui, que, ouais. c'est ça, beaucoup, beaucoup de choses. C'est un parcours extraordinaire, vraiment. Merci pour ton partage, Aurélie. C'est waouh. Ouais. Et Ouais. du coup, maintenant, tu accompagnes des personnes qui sont hypersensibles, HPI, Ouais. à s'accepter, c'est ça, mieux s'accepter, à faire de ça une Et, force? ouais, en faire une force, et en tout premier, c'est comprendre qui ils sont. C'est pour moi, c'est la base. Tu peux bien vivre ta Mmh. vie si tu comprends qui tu es, si tu comprends comment tu fonctionnes. Et donc, le but de ces accompagnements, ouais, c'est qu'ils ne se voient plus comme un problème, qu'ils arrêtent de penser qu'ils ont un problème, parce qu'on n'a pas un problème, on a un câblage différent, un cerveau différent, et c'est comme ça qu'il faut juste l'apprivoiser et apprendre qui ils sont. Donc moi, ouais, Ouais. mon travail, c'est ça, les accompagner avec tous Mmh les mh. outils que j'ai, parce que du coup, je mêle quand même à ça tout ce que je suis aussi, hein, finalement, Ouais. guérisseuse, passeuse d'âme, médium, enfin voilà, je me sers de tout ça, du yoga aussi, parce que je m'en sers pour mes accompagnements. Parce que moi, je travaille beaucoup sur le Mmh mh. corps, donc pour libérer le corps, pour l'entretenir, pour apprendre à se régénérer, se nettoyer, enfin, je m'en sers aussi énormément. En fait, tout ce que j'ai touché dans mon parcours, je le mets dans mes accompagnements. Ouais. Ouais, Ouais. ouais. En fait, tu as transcendé ton histoire pour en faire, une vraie force, et que tu t'offres aux autres. C'est un cadeau, en fait. Mmh. Ouais, c'est exactement ça. J'ai envie de, tout ce qui m'a manqué et que je suis allée chercher toute seule, parce que je suis quand même allée le chercher toute seule, tout ça. J'ai tellement lu, je me suis tellement renseignée, j'ai tellement écouté de choses, j'ai tellement écouté là-haut. Enfin, j'ai été beaucoup quand même guidée par là-haut, que ouais, maintenant je me dis ça va servir à d'autres personnes. Sinon, encore une fois, quel intérêt Ouais, de c'est le ça. garder pour moi, Ouais, tu ouais. vois. Enfin, Mmh mh. Ouais, c'est vraiment ce qui s'appelle, transcender son cheminement et rencontrer sa mission d'âme. Mmh. Et du coup, Aurélie, on te retrouve où? on me retrouve où? On me retrouve sur Instagram. Moi, je suis Mmh mh. beaucoup sur Instagram. On me retrouve sur mon site internet. Donc, les deux, ça porte mon nom, hein, Aurélie Marillier. Euh, et puis, on me retrouve en présentiel, parce que je lance mes premiers ateliers chez moi. J'ai très envie d'accueillir des personnes en présentiel. Donc là, le premier atelier, c'est sur découvrir et vivre son hypersensibilité avec sérénité. Et leur apporter plein de clés, plein de connaissances, partager voilà mes rituels de bien-être, de nettoyage, de se régénérer, enfin leur apprendre. C'est un peu comme si tu apprenais une hygiène de vie, quoi, tu vois. Moi, je vois beaucoup ça, je fais beaucoup le parallèle avec un sportif de haut niveau. Un sportif de haut niveau, pour arriver à atteindre son but, il a une certaine hygiène de vie.
Et pour l'hypersensibilité, pour moi, c'est pareil. Et encore plus pour les passeurs d'âme. Moi, je trouve, parce que ça, c'est sacrément quelque chose, et il faut être prêt, il faut être ancré, il faut connaître les bases. Donc voilà, on apprend tout ça avec Ok, moi. génial. Ouais. Je pense que ça va parler à beaucoup de gens. Ben ouais, j'espère. ben... Moi, je peux parler des heures de ça, on n'arrêterait jamais. Ah bah Donc, écoute, d'ailleurs, je pense que ça va être en 2 épisodes, hein, parce que là... ouais, je suis désolée. Ah bah tu sois pas désolée, ma foi, c'est comme ça. Ouais, Ça fait 1h35, tu vois, qu'on enregistre. ouais. Et pourtant, j'ai essayé d'être... Ouais, je me suis dit, oh là là, je vais pas abuser, je vais... Mais bon, je peux pas le raconter qu'à moitié, tu vois. Je me dis, soit je le raconte... Bah Donc, ouais, c'est ça. j'ai dit vraiment les grosses étapes, les grosses choses. Ouais. Voilà, j'espère que ça fera écho, que ça aidera ceux qui sont dans ces périodes pas faciles. Ouais, bah ouais. De nuits noires de l'âme que t'as traversées et compagnie. Ouais, Bah, merci ouais. Aurélie. Merci à toi, vraiment beaucoup, pour cette expérience. J'ai adoré. C'était vraiment extraordinaire, encore une fois. Et Merci. bah, merci à tous pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chronique Cosmique. Merci. Bye bye. Si tu veux aller plus loin dans l'exploration de ta spiritualité et vivre une transformation profonde, je t'invite à rejoindre la Cosmic Academy. C'est un espace unique où l'expérience directe est au cœur de chaque pratique pour t'aider à incarner pleinement ta connexion à l'univers et à avancer sur ton chemin spirituel entouré d'une communauté alignée. Toutes les informations sont sur cosmic-academy.com. À très vite.